Alors, quand on parle de tarot, quelle est l'image qui vient à l'esprit en premier? J'imagine que pour beaucoup de monde, c'est une scène qui semble tout droit sortie d'un film, une pièce un peu sombre, des rideaux en velours, peut-être un peu de fumée d'encens, et au milieu de tout ça, une personne, une figure assez mystérieuse. Voilà, c'est exactement ça. Ce cliché qui a la vie dure, la voyante avec ses bijoux, son foulard, qui d'une voix un peu grave annonce le destin en retournant une carte. C'est une image forte, c'est vrai, très romantique, parfois même un peu inquiétante. Mais cette représentation, même si elle est très ancrée dans la culture populaire, eh bien elle n'en raconte qu'une toute petite partie d'une histoire bien plus riche, et franchement bien plus surprenante. Parce que si on gratte un peu ces vernis du folklore, on découvre un objet qui a eu un parcours absolument fascinant. Comment est-ce qu'un simple jeu de cartes, à l'origine conçu pour amuser des nobles à la Renaissance, a bien pu devenir l'un des outils de divination les plus connus au monde? Et ces images, si puissantes, d'où viennent-elles? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble, pour tenter de décrypter les secrets du tarot. Pour tout comprendre, il faut repartir de la source. Et cette source, attention, ce n'est pas une crypte égyptienne ou la cabane d'une sorcière au fond des bois, non, c'est les cours luxueux de l'Italie du XVe siècle. Ok, suivons cette frise. Au XVe siècle, en Italie, des familles très riches comme les Visconti Sforza commandent à des artistes des jeux de cartes peints à la main. On appelle ça les tarocchi. C'est des objets de luxe faits pour jouer à un jeu de cartes assez complexe, un peu comme le bridge aujourd'hui. Aucune voyance là-dedans, vraiment aucune. Puis, l'imprimerie arrive, le jeu devient plus accessible, il voyage. C'est en France que le fameux tarot de Marseille s'impose comme le standard. Mais le vrai tournant, le basculement, il arrive à la fin du XVIIIe siècle, à Paris. Là, un érudit franc-maçon, Antoine Cour de Géblin, tombe sur un jeu de tarot et c'est la révélation pour lui. Il est persuadé que ces cartes sont les restes du livre de Thoth, un livre sacré de l'Égypte ancienne. Bon, historiquement, on sait aujourd'hui que c'est complètement faux, mais l'idée est lancée, elle est séduisante et le tarot bascule dans le monde de l'occultisme. Et enfin, 1909, c'est l'explosion. L'éditeur Arthur Waite et l'artiste Pamela Colman Smith publient le jeu Rider-Waite-Smith. Leur idée de génie, et on va y revenir, c'est ce qui va rendre le tarot accessible à un public immense, comme jamais auparavant. Bon, maintenant qu'on a l'histoire, ouvrons la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Comment est-ce que cet outil est structuré pour pouvoir nous parler? 78, c'est le nombre magique en quelque sorte. Un jeu de tarot traditionnel, que ce soit un Marseille ou un jeu plus moderne, il contient 78 cartes. Et ce n'est pas un hasard. Cette structure, elle permet de couvrir un spectre hyper large de l'expérience humaine grâce à une division très claire en deux grands groupes qui sont à la fois distincts et complémentaires. Alors d'un côté, on a les stars du jeu, les 22 arcanes majeures. Ce sont les cartes les plus connues. Le mat, le battleur, l'impératrice, l'amoureux, la mort, le diable. Chacune représente une grande étape de la vie, une leçon importante, un archétype universel. Ensemble, elles racontent une histoire, qu'on appelle souvent le voyage du mat, une sorte de parcours initiatique, de l'innocence jusqu'à l'accomplissement. Et de l'autre côté, on a les 56 arcanes mineures. Elles ressemblent plus à un jeu de cartes classique. Il y a 4 suites. Les coupes pour tout ce qui est émotion, relation, les bâtons pour l'énergie, l'action, la créativité, les épées pour le mental, les pensées, les conflits, et les deniers pour le monde matériel, les finances, le travail. En gros, elles décrivent la vie de tous les jours, nos petites joies et nos tracas quotidiens. Et c'est là, précisément, qu'on touche à l'innovation qui a absolument tout changé. Regardez bien la différence. Dans un tarot de Marseille, un 3 d'épée, c'est 3 épées dessinées. Point. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut connaître la symbolique des nombres, la symbolique de la suite des épées. C'est assez abstrait. Le coup de génie de Pamela Colman Smith dans le Rider-Waite-Smith, c'est d'avoir illustré ces cartes, d'en avoir fait des scènes de vie. Son 3 d'épée y montre un cœur transpercé par 3 épées sous un ciel de pluie. Pas besoin d'un manuel pour saisir l'idée de chagrin, de cœur brisé. L'émotion est directe, elle est viscérale. Le tarot est passé d'un système un peu codé pour les initiés à un véritable livre d'images universelles. Ça a ouvert la porte à une lecture beaucoup plus intuitive. On a l'histoire, on a la structure du jeu, mais concrètement, comment on passe de 78 bouts de carton à une conversation qui peut être éclairante? C'est quoi la mécanique d'un tirage? Le processus, c'est une sorte de rituel en 4 temps. Tout part de la question. En général, on conseille des questions ouvertes, du style « Quelle est la dynamique de cette situation ?» plutôt que « Est-ce que je vais avoir ma promotion ?» L'idée, c'est d'ouvrir un dialogue, pas de chercher un simple oui ou un non. Ensuite, le battage des cartes. La personne qui consulte mélange le jeu. Ce geste n'est pas juste mécanique. L'idée, c'est d'y mettre son énergie, de se concentrer sur sa question. Puis vient le tirage. On dispose les cartes selon un schéma précis qu'on appelle un spread. Le plus célèbre, c'est la croix celtique, avec 10 cartes. Mais il en existe des centaines. Chaque emplacement a un sens. Le passé, l'obstacle, le futur proche. Et enfin,
l'étape la plus créative, l'interprétation. Le lecteur ne va pas juste réciter la définition de chaque carte, non, il va les relier, regarder les symboles qui se font écho, les personnages qui se regardent ou se tournent le dos. Bref, il va tisser une histoire, une narration qui va résonner avec la personne qui consulte. Et c'est là, bien sûr, que la question qui fâche arrive. Mais comment ça marche, ce truc ? Est-ce que les cartes connaissent vraiment l'avenir ? Est-ce que c'est de la magie ? Ou est-ce que les mécanismes se trouvent ailleurs ? Voyons un peu les grandes théories qui circulent aujourd'hui. L'une des grilles de lecture les plus influentes, elle nous vient du célèbre psychiatre Carl Jung. Pour lui, le tarot, c'est une sorte de catalogue des archétypes de notre inconscient collectif. Des figures comme le héros, la mère, le sage, ce sont des schémas psychiques universels qu'on retrouve dans tous les mythes, tous les contes, tous les rêves, à travers toutes les cultures. Et les arcanes majeures seraient des illustrations parfaites de ces archétypes. Vu comme ça, le tarot n'a rien de magique. C'est un outil projectif, un peu comme le test de Rorschach avec les taches d'encre. Les images des cartes, riches en symboles, agissent comme un miroir. On y projette nos propres espoirs, nos peurs, nos conflits intérieurs, des choses qui sont souvent inconscientes. Le tarot ne prédirait donc pas l'avenir, il révélerait notre état intérieur, ici et maintenant. Face à cette approche psychologique, il y a bien sûr la perspective sceptique. Elle s'appuie, elle aussi, sur la psychologie cognitive pour expliquer pourquoi un tirage peut paraître si juste. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est notre tendance naturelle à trouver très pertinente une description de personnalité qui est en fait très vague et générale. Du style « vous avez un grand besoin d'être aimé ». Ça parle à tout le monde. Ensuite, il y a le biais de confirmation. Notre cerveau adore retenir les infos qui valident ce qu'on pense déjà et il oublie tout le reste. Si une carte semble annoncer une bonne nouvelle et qu'elle arrive, on se souviendra de la prédiction juste, en zappant les 9 autres cartes qui parlaient d'autre chose. Et enfin, la lecture à froid, une technique qui consiste à faire des déductions à partir de l'apparence, du langage corporel, et à formuler des affirmations qui ont l'air très spécifiques, mais qui en réalité s'appliquent à la majorité des gens. Alors, qu'on voit ça comme un outil spirituel, psychologique, ou qu'on reste totalement sceptique, il y a un fait qu'on ne peut pas nier. Le tarot connaît un regain de popularité absolument spectaculaire. Comment est-ce qu'il trouve sa place dans notre monde d'aujourd'hui ? Le changement le plus profond, il est là. Si le tarot a été longtemps synonyme de voyance pure, de prédiction d'un avenir déjà écrit, son usage moderne a vraiment changé. Aujourd'hui, il est surtout vu comme un outil d'introspection, de développement personnel. La question n'est plus tellement « qu'est-ce qui va m'arriver ?», mais plutôt « comment je peux mieux comprendre cette situation ? Quelles sont mes ressources pour y faire face ? Ou quel est l'angle mort que je ne vois pas ?» On passe d'une posture passive face au destin à une démarche active de construction de soi. Et cette transformation, elle est décuplée par la culture numérique. Il y a des applications mobiles pour des tirages quotidiens. Sur les réseaux sociaux comme TikTok, le hashtag #TarotTalk a littéralement explosé avec des créateurs qui partagent des tirages suivis par des millions de personnes. Mais le plus intéressant, c'est que cette nouvelle accessibilité a déclenché une vraie renaissance créative. Des artistes indépendants du monde entier créent leurs propres jeux, les fameux Indie Decks, et ils réinterprètent les archétypes classiques avec des visions féministes, écologiques ou même inspirées de la pop culture. Le tarot n'est plus une imagerie figée, c'est devenu un langage vivant qui se réinvente constamment. Au fond, qu'on y voit un dialogue avec son inconscient, un support de méditation, un jeu de psychologie ou juste un bel objet d'art, le tarot a prouvé son incroyable capacité d'adaptation. D'un jeu de cours italien à un phénomène mondial sur TikTok, il a traversé les siècles en agissant toujours comme un miroir de notre quête de sens. Ce qui nous laisse avec cette question essentielle, au final, est-ce que la fonction du tarot est vraiment de nous dire quel futur nous attend, ou plutôt de nous donner des clés pour mieux comprendre notre présent et peut-être de nous aider à construire nous-mêmes cet avenir ? La réponse, finalement, elle appartient à chacun d'entre nous.